contre-modulation. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Ousmane Paris. Procès du putsch de septembre 2015, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision défavorable à la requête des avocats de Djibril Bassolé. Lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le G5 Sahel plaide pour un élargissement des opérations de la MINUSMA. En entendant la concrétisation des promesses faites au G5 Sahel pour une meilleure synergie d'action, l'opération Otapoinou multiplie les actions dans l'Est. Après les soins, 1000 cartes nationales d'identité pour les populations des zones concernées par l'opération. Nous retrouverons sur place notre correspondant pour en savoir davantage. Enfin, il sera question du rôle des organisations de la société civile dans le développement à travers une initiative de la BAD, la Banque africaine de développement, visant à impliquer davantage les OSC dans l'identification et le suivi de politique de développement. Ce sera avec l'invité de la rédaction, Luther Yamiogo, chargé de l'engagement avec la société civile, du plaidoyer, du partenariat stratégique et de la mobilisation des ressources à la BAD. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Commençons ce journal par les nouvelles du procès du putsch de septembre 2015 qui se poursuit aujourd'hui. Et nous retrouvons sur place Lamine Traoré. Lamine, bonjour. Bonjour Ousmane. On apprend que la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision défavorable à la requête des avocats de Djibril Bassolé. Absolument. Un fait inédit au cours du procès de ce vendredi matin. Djibril Bassolé aurait déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO pour dire que les écoutes téléphoniques violent ses droits et doivent être retirées dans le procès du coup d'État de septembre 2015, a indiqué Maître Guy Hervé Cam, l'un des avocats de la partie civile. Eh bien, la Cour de la CEDEAO a débouté Djibril Bassolé et lui a demandé de facto de trouver des éléments matériels, des preuves palpables en fait, on le dira, pour affirmer que les écoutes ne sont pas conformes et qui violent justement les droits de l'accusé Djibril Bassolé, note l'avocat de la partie civile. Donc en clair, Ousmane, les écoutes restent toujours dans le dossier du coup d'État et Djibril Bassolé donc a perdu devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le tribunal a fait passer ce matin une dizaine d'écoutes qui concernent le général Gilbert Diendéré, Guillaume Soro et le fils du général Gilbert Diendéré, eux aussi la belle-fille du général, Fatoumata Diawara. On peut retenir de ces écoutes téléphoniques de ce matin que tous ces acteurs cités cherchaient des solutions pour faire filtrer le général Diendéré donc du pays parce qu'il était donc pris finalement dans un piège. Le procès sera suspendu, Ousmane, juste dans quelques minutes et reprendra dans l'après-midi. Merci à vous, Lamine Traoré. Donc, c'est qu'on peut retenir de l'audience de ce matin. La Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu une décision défavorable à la requête des avocats de Djibril Bassolé. Rappelons que les avocats demandaient le retrait des éléments téléphoniques fournis par le parquet. Pour la CEDEAO, les avocats devraient apporter la preuve que ces pièces violent les droits de leurs clients. Donc, c'était Lamine Traoré qui nous faisait le point. Lamine Traoré que nous allons retrouver tout au long de la semaine pour des précisions, en tout cas en ce qui concerne le procès du putsch de septembre 2015. Lutte contre le terrorisme dans la région de l'Est. Les forces de défense et de sécurité conjuguent actions militaires et civiles pour endiguer le terrorisme dans le cadre de l'opération Otapoinou, entendue par là coup de foudre lancé début mars. En plus des soins de santé qu'elle offre à la population, l'armée met à la disposition des populations 1000 cartes nationales d'identité burkinabé. Guy-Michel Boulouvi pour plus de précisions. C'est dans la bousculade que la population de Ougarou et villages environnants a convergé vers le siège de Ougarou, transformé pendant ses congés de Pâques en centre de délivrance de la carte nationale d'identité. Ougarou, un gros village non loin de Bongou, au cœur de la zone centrale de l'opération Otapoinou. Un village à 75 km à l'est de Fada et à 25 km de Machakwali, encore plus à l'est. Le département de Machakwali, dont le préfet Aristide Yaméo dit: le département de Machakwali, je vous dis, ceux qui disposent de CNV, le nombre est bien en deçà de ceux qui n'en disposent pas. Où situer le problème? Il y a de prime abord le phénomène de l'analphabétisme. Il y a quelque chose
que certaines personnes évitent d'évoquer la peur de l'administration. Pour eux, quand on demande un document administratif, c'est que tu as un problème. Alors que non, c'est que lorsque tu n'as pas un document administratif que ça pose problème. La population est sortie en grand nombre et avec une bruyante envie de s'offrir la CENIB, le site idéal pour le lancement de cette action civilo-militaire de l'opération Otapouanou. Le colonel-major Pierre Ouedraogo, commandant des actions civilo-militaires. Suite aux différentes attaques terroristes, les forces de défense et de sécurité mènent tous les jours des opérations de vérification de pièces d'identité, des fouilles de véhicules ou encore de contrôle de pièces des engins. Aussi, en l'absence de l'une de ces pièces, et particulièrement la CNIB, de nombreux Burkinabés ne voient leur liberté de circuler réduite s'ils ne sont pas tout simplement objets de tracasseries diverses, voire de soupçons d'appartenir à des réseaux dangereux. C'est donc pour permettre aux populations laborieuses et honnêtes de circuler librement sans avoir peur des contrôles des FDS que le commandant de l'opération Otapouanou met à la disposition des populations des localités. 1200 cartes réparties comme suit. Ougarou 500 cartes, Gaïri 500 cartes et Pama 200 cartes. Et ces cartes sont gratuites. Appréciation du préfet du département de Matiakwali, Aristide Yamero. Pour moi, c'est un acte salutaire. Nous qui sommes sur le terrain, on constate que pour un manque de CNIB, il y a beaucoup de tracasseries. Et ça permet surtout d'identifier la personne. Les attaques terroristes ont plus de force parce qu'il y a de la complicité. Et pour lutter efficacement, il faut qu'on puisse arriver à identifier chaque Burkinabé et les FDS croisent. Les hommes de l'opération Otapouanou ont été longuement applaudis à Ougarou. Les populations ne prennent plus leurs jambes à leur cou à la vue d'un treillis ou d'un véhicule blindé. Otapouanou marque des points dans la greffe entre l'armée et la nation. Guy Michel Paulouvi, Fanangourma, Radio Omega. Intéressons-nous à présent à ces violences que continuent de subir de nombreux enfants. L'ONG Save the Children a mené une étude dans les régions de la boucle du Moun et du centre-nord sur la question. Marina Traoré. 505 ménages ont été concernés par cette étude qui lève le voile sur des violences physiques, sexuelles qui sont récurrentes dans certaines localités, à savoir la boucle du Mouhoun et le centre-nord. Pour le directeur pays adjoint de Save the Children, Alfredo Lo Cicero, une telle opération s'imposait. C'est une étude qui a une importance cruciale puisqu'on analyse la différence culturelle des relations humaines à l'intérieur du foyer par rapport aussi aux différentes cultures. Donc c'est pour ça que Save se place au cœur des besoins, évidemment des besoins des enfants, mais sans oublier que l'action sur l'enfant lui-même n'est pas suffisante. Nous devons aussi agir dans l'environnement qui entoure l'enfant. Selon Alamissa Sawadogo, membre de l'équipe de travail, cette étude a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de réalités, notamment le phénomène de l'excision qui persiste dans la boucle du Mouhoun et le centre-nord. Nous avons parlé de la pauvreté, il y a le mariage d'enfants. Et quand l'enfant refuse, ça pose problème. Il y a aussi l'excision, il y a la violence. Pour améliorer la situation, le bureau d'études propose une intégration entre le système formel et les mécanismes communautaires. Alamissa Sawadogo. Les pratiques endogènes, c'est tout ce qui est développé par les communautés. Ce sont les mécanismes traditionnels qui existent et nous avons noté que beaucoup de personnes ne connaissent pas les systèmes formels, comme l'action sociale, la police. C'est toujours un dernier recours. Donc, nous avons pensé que c'est quand même nécessaire de travailler à intégrer les deux systèmes. Une fois validé, le directeur pays adjoint de Save the Children espère que l'étude va servir de document de référence pour les autres organisations qui travaillent dans le secteur de la promotion des enfants. Autre ONG, même combat contre la violence. Cette fois-ci, celle en milieu scolaire. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix a initié une formation au profit du personnel du lycée municipal de Pabré sous le thème « La communication non violente pour une entente mutuelle entre enseignants et apprenants ». En quoi consistait cette formation? Des précisions avec l'un des formateurs, Souleymane Karambiri, qui s'exprime au micro de Inoussa Kiema. Nous nous sommes retrouvés avec un groupe d'enseignants et de personnel de l'administration de l'enseignement en vue d'échanger sur quel type d'interaction élève-élève, élève-enseignant, enseignant-administration en vue de faciliter les apprentissages. Nous présentons l'existence d'un outil qui est appelé communication non violente. Cet outil-là enseigne l'acceptation d'autrui, la bonne compréhension des attitudes de notre interlocuteur.
Bref, d'abord, au Mali, le président a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi 29 mars 2019 à 0 heure en hommage aux victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 23 mars 2019 contre les populations du village de Ogosagou dans le centre du pays. Au moins 160 personnes ont été tuées. Autre fait à l'international, donc direction les États-Unis, comme on le disait, lutte contre le terrorisme suite à la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine dernière à Bamako et à Ouagadougou. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a co-présidé avec son homologue français Jean-Yves Le Drian hier jeudi une réunion ministérielle sur la force conjointe du G5 Sahel. C'était au siège des Nations Unies à New York et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Denis Zungrana. Cette réunion ministérielle sur la force conjointe du G5 Sahel a réuni les ministres et représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et ceux du G5 Sahel. L'importance de cette rencontre avec le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari. Pour nous, elle était importante pour encore demander le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale à travers les 15 membres du Conseil de sécurité qui étaient tous présents dans les interventions des uns et des autres. Tous ont reconnu la préoccupation au niveau du Sahel. Le plaidoyer apporté au cours de la rencontre sur un arrangement technique, Alpha Bari. Le plaidoyer était axé sur un arrangement technique qui existe déjà entre la MINUSMA et la force conjointe du G5 Sahel. Donc nous avons souhaité que cet arrangement-là soit étendu au-delà des frontières du Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, le G5 Sahel, c'est 7 bataillons et on n'a que 2 bataillons qui sont du Mali. Donc, limiter cette intervention aux frontières du Mali, ce serait comme donc, appuyer 2 bataillons seulement sur les 7 que compose donc la force conjointe du G5 Sahel. La réunion ministérielle était une réunion bilan de la visite d'information sur terrain réalisée par le Conseil de sécurité de l'ONU à Bamako et à Ouagadougou la semaine dernière. Denis Zungrana, New York pour Radio Omega. Omega Sport. Retrouvons à présent Ibrahim Bayili pour le point de l'actualité sportive de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Débutons cette session d'information sportive par le Gabon. C'est officiel, l'équipe nationale est dissoute et l'entraîneur national Daniel Cousin limogé. C'est l'annonce faite par Alain-Claude Bilibi Nzé, le ministre en charge des... Suite à la non-qualification des Panthères pour la CAN 2019, le responsable entend procéder à une restructuration. Première victime, Daniel Cousin. L'ancien attaquant n'est plus le sélectionneur. En réalité, son contrat prévoyait une non-reconduction en cas d'élimination. Le ministre des Sports a annoncé le lancement dans les prochains jours d'un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur ainsi que d'un directeur technique national sous 60 jours au maximum. Par ailleurs, il a annoncé la dissolution de l'équipe nationale A et indiqué à la fédération de se mettre à la détection de jeunes talents pour la formation d'une nouvelle sélection. Cela fait 39 ans que la Tanzanie attendait ça. Dimanche dernier, en battant l'Ouganda 3-0, les joueurs de la sélection nationale ont obtenu leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 qui se disputera du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte. Une première depuis l'édition 80. Une performance qui a permis aux joueurs de recevoir une prime spéciale. John Magufuli, le président de la Tanzanie, a donc tenu à saluer cette performance en offrant une prime inattendue aux joueurs. Chaque membre de l'équipe nationale a ainsi reçu une parcelle de terre à bâtir à Dodoma, la capitale du pays. En guise de récompense pour le bon travail accompli et pour le grand bonheur que cela apporte à notre pays, chaque joueur recevra une parcelle de terrain à Dodoma, dans la capitale, a annoncé lundi le président tanzanien John Magufuli. Confiant, le dirigeant voit son équipe aller très loin dans cette compétition cet été en Égypte. Les poulains du Nigérien Emmanuel Amunike ont terminé deuxième du groupe L derrière l'Ouganda. L'invité du jour. L'invité du jour. L'invité de la rédaction de Radio Omega est Luther Yameogo, chargé de l'engagement avec la société civile, du plaidoyer, du partenariat stratégique et de la mobilisation des ressources à la BAD, la Banque africaine de développement. Avec lui, il est question du rôle des organisations de la société civile dans le développement à travers une initiative de la BAD qui vise à impliquer davantage les OSC dans l'identification et le suivi des politiques de développement. Luther Yameogo, qu'est-ce qui peut justifier cet intérêt qu'accorde la BAD à la société civile?
Alors la Banque africaine de développement a pour partie prenante habituelle l'État à travers les gouvernements, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Depuis 2012, la banque a adopté une stratégie d'engagement avec la société civile, consacrant sous le leadership du président Adesina un engagement ferme à impliquer les organisations de la société civile dans la conception, dans les politiques, dans les opérations, dans le monitoring des projets de la Banque africaine de développement. Et cela participe de l'enjeu de consacrer également que le citoyen doit rester au cœur des politiques publiques en Afrique, en tant que bénéficiaire ultime, mais en tant qu'ayant voix au chapitre, parce que c'est lui qui doit décider si la construction d'un pont est une priorité, si la construction d'une route lui est bénéfique ou si elle a des effets nocifs, et in fine, pouvoir contrôler également les prêts que le gouvernement consent auprès d'institutions comme la BAD, ou que le gouvernement gère bien les subventions qu'il reçoit également du Fonds africain de développement, membre du groupe de la Banque africaine de développement. Bien beau, mais comment cela peut se passer sur le terrain? Alors, le rôle que va jouer la société civile, il est triple. Dans un premier temps, la société civile est reconnue officiellement comme partie prenante des opérations de la Banque africaine de développement. Nous avons donc procédé à la mise en place d'un comité Banque africaine de développement société civile, composé de 11 membres à l'échelle continentale. Et lors des journées portes ouvertes que la banque vient d'organiser ici à Ouagadougou ce 27 mars, la société civile burkinabé a mis en place un comité de suivi de son partenariat avec la Banque africaine de développement composé de 3 représentants de la société civile burkinabé. À cet égard, il faut souligner que ces journées portes ouvertes ont été organisées au Burkina Faso sous la diligence du bureau pays, sous le leadership du représentant pays Pascal Yambiliné et de son équipe, pour consacrer la reconnaissance de la Banque africaine de développement au rôle majeur que joue le Burkina Faso en tant qu'État membre, mais également pour saluer les performances du Burkina Faso qui est l'un des meilleurs acteurs de la banque parce que le Burkina est l'un de ceux qui respectent ses engagements et l'un de ceux qui n'empruntent jamais au-delà de ses capacités d'endettement. La société civile burkinabé également été reconnue comme vibrante, comme force de proposition, comme actrice majeure qui s'engage dans le suivi des politiques publiques à travers plusieurs programmes en cours au Burkina. Et nous avons pensé que la première tournée officielle de la division société civile devait se faire au Burkina. À cet égard, nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs. Nous avons eu des échanges fructueux avec des membres du gouvernement sur les priorités de la BAD, mais nous avons surtout rencontré les acteurs de la société civile et des résultats concrets sont sortis de ces échanges. Vous dites 3 organisations de la société civile donc au Burkinabé doivent être représentées au niveau de cette structure. Quelles sont-elles, ces organisations de la société civile? Alors, les membres de la société civile qui vont représenter les organisations burkinabé dans ce cadre de dialogue vont être des porte-parole de toute la société civile burkinabé. S'il y a des appuis, ça va être au profit de toutes les organisations de la société civile, mais nous avons quand même besoin de points focaux. Il s'agira du secrétariat permanent des ONG, le SPONG, il s'agira du Conseil national des organisations de la société civile qui agrège l'ensemble des organisations, qu'elles soient thématiques, régionales ou de niveau local, et d'une organisation spécifique qui travaille dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie, qui sont les piliers des interventions de la BAD au Burkina Faso. Vous parlez de cette journée porte ouverte. En quoi ça a consisté? Qu'est-ce qui s'est passé pendant justement ces activités-là? Il s'agissait pour la société civile de mieux comprendre les principes, les mécanismes qui gouvernent le fonctionnement de la banque, ainsi que ses relations avec le gouvernement. Nous avions d'ailleurs des représentants de l'État à cette journée porte ouverte. Il s'est donc agi pour la banque d'expliquer comment son portefeuille actif marche au Burkina Faso. La banque, par exemple, a un portefeuille actif actuel au Burkina Faso de plus de 488 milliards de francs CFA, notamment dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans l'énergie. Et il était important de mettre à leur disposition toutes ces informations pour qu'elles puissent jouer son rôle de suivi, de veille et de monitoring. Dans un deuxième temps, il s'est agi pour la société civile d'exprimer également ses attentes, d'exprimer les enjeux et les axes sur lesquels elle pense qu'il est important de renforcer la coopération. Les représentants de l'État se sont également exprimés afin que nous puissions avoir des interfaces actives et dynamiques où à la fois le secteur privé, la société civile, l'État et les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque africaine de développement, expriment clairement la vision de développement pour le Burkina Faso, l'agenda 2030 qui porte sur les objectifs de développement durable, l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063, pour que le Burkina Faso et l'Afrique in fine soient le continent que nous voulons, un continent où la transformation structurelle permet l'amélioration des conditions de vie des populations.
À vous écouter, la société civile sera fortement impliquée, donc surtout en amont, dans la conception de différents projets. Est-ce qu'elle aura à intervenir en aval, donc pour peut-être des questions de suivi, évaluation justement des projets qui seront mis en œuvre? De manière opérationnelle, nous avons adopté lors de cette journée porte ouverte avec un mécanisme de suivi qui sera coordonné depuis Abidjan par la division Société civile et engagement communautaire. 5 pistes et 5 tendances lourdes. Il s'agit premièrement d'impliquer les organisations de la société civile burkinabé dans la revue du portefeuille de programme au Burkina Faso dès le mois de mai 2019. La société civile africaine sera conviée du 7 au 9 mai à Abidjan pour échanger sur sa contribution à l'accélération du développement de l'Afrique. Comme troisième axe collaboratif immédiat, la banque va solliciter la société civile dans des domaines d'expertise bien précis afin qu'elle puisse également accéder à des financements structurants et engager les communautés dans le développement structurel de l'Afrique. Et le quatrième pilier autour duquel nous avons échangé, c'est l'élaboration de documents et de guidelines pour un trust fund qui va permettre l'allocation de subventions aux organisations de la société civile afin qu'elles puissent davantage se spécialiser sur les domaines prioritaires de la banque, notamment l'agriculture, l'électrification de l'Afrique, l'énergie, l'intégration régionale. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie des Africains, ce que nous appelons le High Five. Un cinquième élément clé, c'est que la division société civile va également contribuer à la mise en place d'un écosystème favorable à l'innovation sociale en Afrique. Lutte Yamego, merci. Je vous remercie. C'était l'invité de la rédaction. Fin de cette édition de la mi-journée mise en onde par Adama Konaté. L'info continue sur le www.omegabf.net.